à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Lyon Eco. C'est un imposant bâtiment industriel construit en 1937 pour la fabrication de pneus et de joints industriels en caoutchouc. Le joint lyonnais, il a été reconverti de 1985 à 2015 en campus universitaire. Et puis il a été rebaptisé EVA. Il va devenir le premier centre éthique de Lyon dédié aux acteurs de l'innovation sociale et du développement durable. La première pierre d'EVA a été posée le 18 mai dernier au 107 rue de Marseille, dans le 7e arrondissement de Lyon. Ce nouveau lieu partagé devrait ouvrir en novembre prochain et on en parle cette semaine dans Lyon Eco avec Fabien Besson, directeur régional d'éthique foncièrement responsable, Florence Lecluse, déléguée générale de l'association Le 107 qui sera résidente, et puis Yves Dubalin, architecte à l'agence PI. Lyon Eco, Élise Moreau. Et on commence cette émission avec Yves Dubalin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous par téléphone. Vous êtes donc l'architecte, le concepteur de ce lieu. Rappelez-nous d'abord son histoire. C'était un bâtiment industriel qui a été ensuite transformé en campus universitaire. Et puis maintenant, c'est EVA, le premier centre éthique de Lyon. Comment vous avez conçu ce bâtiment ? Ce que l'on sait de son histoire, c'est que donc à l'origine, c'était un centre de maintenance de tramway. Puis le joint lyonnais a construit un premier bâtiment sur deux des rues, puis un deuxième pour fermer l'îlot, autour d'une cour qui est donc devenue un atrium avec le temps. Ils ont occupé le bâtiment pendant assez longtemps, jusqu'en 85. En 85, le bâtiment a brûlé intégralement. Et il a été reconstruit et à cette occasion-là, reconverti en école. Et donc, nous prenons la suite et nous sommes en train de reconvertir ce bâtiment pour en faire effectivement le premier centre éthique de Lyon. Alors comment vous avez justement concilié ce projet qui est donc un projet d'éthique ? Comment vous avez fait avec les contraintes économiques qui sont les vôtres et en même temps cette ambition environnementale et sociale ? Alors on a effectivement les trois mamelles du développement durable à concilier, comme dans beaucoup de projets, mais elles sont particulièrement accrues ici. On a une contrainte économique forte parce qu'il nous faut maîtriser le coût de revient global et donc le coût de construction. On a une ambition sociale relativement élevée qui prend plusieurs aspects. Les deux principaux, c'est la concertation avec les futurs occupants pour faire de ce lieu un lieu parfaitement adapté à leurs besoins. Et l'autre aspect, c'est de transformer l'acte de construire en autant d'opportunités de réinsertion ou d'insertion des gens qui vont donc fabriquer ce lieu. Et le troisième volant d'arbitrage quand on prend des décisions, c'est bien sûr la qualité environnementale du bâtiment. On se sert pour cela d'une trame qui est bien connue, qui s'appelle la HQE, la haute qualité environnementale. Et même si on ne suit pas la certification au pied de la lettre, ça guide beaucoup de nos choix sur la qualité des matériaux, sur la performance énergétique, sur la qualité d'éclairement naturel, sur la qualité de l'air. Enfin voilà, il y a beaucoup d'aspects qui sont pris en compte. Tout ça forme un corpus de contraintes, donc contraintes économiques, sociales et environnementales. Et pour mettre tout ça en ordre de marche, c'est le projet architectural qui guide l'ensemble des choix. Et en l'occurrence, le projet architectural, c'est de tirer parti de cet atrium, qui est une véritable petite rue intérieure qui va pouvoir devenir une petite place publique à l'échelle du bâtiment. Ça va fédérer l'ensemble des acteurs qui vont venir travailler là. Et cet espace-là, on a cherché à lui donner toute sa dimension, ce qui explique qu'on rehausse la verrière, on modifie les ouvertures et à s'ouvrir au maximum sur la rue. Parce que contrairement à l'école qui fonctionne en vase clos, on cherche à ouvrir l'EVA au maximum sur l'espace public pour inviter les gens et pour qu'ils deviennent un vrai lieu de brassage et non pas un bâtiment retiré du regard de la ville comme l'était l'école. Merci beaucoup Yves Dubalin, architecte donc à l'agence PI, d'avoir été avec nous par téléphone. Je vous en prie. Et on continue cette émission Lyon Eco en compagnie donc de Fabien Besson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional d'éthique foncièrement responsable. Quelle est la vocation de ce lieu EVA ?
Alors, Ethique crée, finance et gère des espaces de bureaux et de commerce qui sont dédiés aux acteurs associatifs, aux ONG, aux entrepreneurs sociaux. L'objectif de ces lieux, et donc de celui-là aussi, est de faire des bureaux à loyer modéré, un peu sur le principe des HLM. L'idée étant que les associations, ONG, entrepreneurs sociaux bénéficient de services de qualité à un coût vraiment intéressant. L'objectif étant d'être 30% en dessous des prix du marché. Vous avez choisi comme nom EVA. Pourquoi? Petit rapport avec l'histoire de ce lieu? C'est effectivement un clin d'œil. Le 7e regorge de bâtiments qui ont des histoires vraiment intéressantes. C'est un quartier qui a été très marqué avec les différentes étapes industrielles de son histoire et dont les gènes sont marqués effectivement par ce passé industriel. On a dans ce bâtiment tout d'abord un fabricant de pneumatiques, les établissements Bergougnan qui y sont restés de longues années, puis le Joint Lyonnais. Le Joint Lyonnais existe d'ailleurs encore, c'est une société qui existe aujourd'hui sur Bron. Du coup, on voulait montrer une sorte de renaissance du bâtiment et du coup, l'EVA nous a paru le nom le plus adapté. Parce que l'EVA, c'est le nom de l'arbre à caoutchouc, référence donc à l'activité première de ce bâtiment. Il y aura 170 postes de travail. Qui allez-vous accueillir? Quels seront les résidents? Le bâtiment est composé de 170 postes de travail pour probablement une quarantaine de structures. On aura tout d'abord un restaurateur qui sera bio sur des produits locaux, végétariens. On aura également une crèche familiale au rez-de-chaussée de cet immeuble, l'association Le 107 dont on parlera tout à l'heure, et puis différentes activités comme des centres de vacances pour personnes handicapées, des coopératives d'activités, des sociétés qui travaillent sur les problématiques sociales et le commerce équitable notamment. Il y aura également des bureaux de conseil sur du management de l'énergie ou sur des conseils en RSE notamment. Alors, c'est un peu le même principe que les HLM, vous le disiez, loyer modéré. Comment vous choisissez les associations qui sont hébergées au sein de ce lieu? Il y a plusieurs critères. Effectivement, le premier d'entre tous, c'est d'avoir un impact social, sociétal et ou environnemental fort, parce qu'on ne travaille pas forcément sur toutes les problématiques. Donc il y a un dossier de sélection, enfin vous les sélectionnez ces associations? Alors c'est pas un dossier de sélection, on a essayé effectivement d'objectiver les critères, c'est très compliqué, c'est vraiment subjectif. On fait des entretiens avec les différents membres, les différents porteurs de projets et effectivement on va regarder un peu plus en détail leur activité, leur gouvernance, la transparence de leur activité et toutes ces composantes qui font qu'on peut juger si l'entreprise peut rentrer ou pas. Et c'est aussi un lieu de rencontre entre toutes ces structures qui peuvent peut-être être amenées à travailler ensemble. En tout cas, il y a l'idée de mutualiser de nombreux services au sein de ce lieu. Et effectivement, c'est d'ailleurs une des premières parties sur l'économie de projet. Aujourd'hui, une société qui a une salle de réunion, elle s'en sert en moyenne 10% du temps. L'intérêt de la mutualisation est vraiment intéressant, surtout sur ces petites structures. Contrairement à ce qu'on peut retrouver souvent dans les loyers classiques, on a des loyers et charges qui ne comprennent absolument rien. Pour être vraiment attractif, nous, l'approche est très différente. On va faire un travail avec les différents acteurs qui vont occuper le lieu pour regarder toutes leurs sources de dépenses, téléphonie, internet, reprographie, courrier. Et l'idée va être de mutualiser un maximum de moyens pour que ces structures aient plus de moyens et fassent des économies sur ces services. Et combien de temps est-ce qu'elles vont être hébergées, ces structures? Ça dure seulement un certain temps, j'imagine. Ensuite, elles doivent peut-être laisser la place à d'autres associations? Alors, pas forcément. En fait, les structures qui sont chez nous, on a des bureaux de toutes les tailles et c'est fait exprès. On a souvent des gens dans les centres existants chez nous qui commencent par prendre un espace de coworking, un bureau pour 1 jour, 2 jours et demi par semaine, puis à temps plein, puis qui prennent un bureau fermé. Et finalement, les derniers qui sont partis sur le centre du comptoir éthique situé à Vaux-en-Velin, ce sont des personnes qui ne tenaient simplement plus dans leur bureau parce qu'ils étaient trop gros. Il faut aussi qu'on arrive à faire des baux qui soient avec des préavis courts pour que la société puisse s'adapter à son évolution, que ce soit pour agrandir ses bureaux ou pour les diminuer au besoin. Alors l'architecte disait qu'il avait dû faire face à un certain nombre de contraintes économiques pour concevoir ce lieu. Justement, comment a-t-il été financé? Alors 2 choses. Tout d'abord, effectivement, la contrainte économique. On part des besoins existants, on ne part pas d'opportunités immobilières. Donc il s'agit de qualifier le marché, de savoir quelles sont les capacités de ces associations, quelles sont les capacités et les moyens de ces ONG, de ces entrepreneurs sociaux. Et à partir de là, on arrive à monter le modèle économique et donc savoir quelle enveloppe peut être destinée au bâtiment. Parce que le bâtiment, il appartient à qui en fait? Le bâtiment nous appartient, effectivement. Il appartient à Ethique. Ethique
lève des fonds auprès d'investisseurs qu'ils soient institutionnels, ça peut être des personnes morales, des personnes physiques, des fonds d'investissement ou des business angels. Aujourd'hui, l'EVA est financé par 3 principaux cofinanceurs qui sont Gestion 21, Alpha 4 et la NEF, la banque coopérative, et puis Ethic, la SAS qui va apporter des fonds suite à ces différentes levées de fonds. D'ailleurs, Ethic, cette année, avait pour objectif de lever 800 000 euros. On a levé un peu plus d'1 million aujourd'hui d'euros, avec un tiers du volume qui passe par des particuliers. C'est intéressant de constater qu'aujourd'hui, de la même manière que la consommation en termes alimentaires évolue assez vite, on veut des produits de qualité, locaux. L'investissement est également un produit, les gens cherchent à consommer mieux. Typiquement, dans l'économie classique immobilière, on peut avoir des retours sur investissement de l'ordre de 6%. À Ethic, il n'y en a que 4, mais en même temps, on s'engage à accueillir et à aider des structures à impact social, sociétal et environnemental. L'architecte nous le disait tout à l'heure, ce ne sera pas un bâtiment haute qualité environnementale, mais tout de même, il sera classé A sur cette échelle environnementale. Il sera quand même 10 fois plus économe que la moyenne des bureaux en France. On peut quand même dire qu'on est dans un bâtiment à vocation environnementale. On est sur du développement durable. Effectivement, pour que les charges soient plus faibles pour nos différents locataires et pour notre performance environnementale, parce que c'est quand même l'objectif sur ces rénovations, il y a eu un gros effort qui a été fait sur les isolations et un changement de l'intégralité du système de chauffage. On va doubler toutes les fenêtres. On imagine que c'était un vieux bâtiment un peu vétuste. C'est effectivement un vieux bâtiment avec des volumes assez conséquents à chauffer, qui aujourd'hui était chauffé par des panneaux rayonnants au plafond qui ont des consommations énergétiques assez incroyables. Qui sont un peu d'un autre temps. Et effectivement, le fait de très bien l'isoler, de regagner en luminosité et gagner aussi sur les technologies de chauffage, fait qu'on va passer, on va diviser par 5 de mémoire la facture d'électricité. Je vous propose de faire à présent une petite pause pour résumer l'actualité économique de la semaine. Lyon Éco, le petit journal éco. Et c'est avec Julien Urgenti. Bonjour Julien. Bonjour Élise, bonjour à tous. L'événement cette semaine, c'était la venue d'Emmanuel Macron à Lyon en pleine grogne sociale. Le ministre de l'économie s'est rendu jeudi matin à l'usine Arkema de Pierre-Bénite au sud de l'agglomération. Il est venu présider un comité stratégique de la filière chimie et matériaux. Des manifestants de la CGT ont défilé pour demander le retrait de la loi travail. Quelques heurts ont éclaté dans leur rang, notamment des altercations entre des militants de la CGT et des jeunes venus manifester le visage masqué. À la mi-journée, changement radical d'ambiance. Le ministre de l'économie était reçu en grande pompe dans les salons de l'hôtel de ville de Lyon par Gérard Collomb, soutien déclaré d'Emmanuel Macron. La grogne des agents municipaux se poursuit dans les cantines scolaires de Villeurbanne et c'est une surprise. Le mouvement de grève avait été levé mercredi par un vote lors d'une assemblée générale de la CGT. Les agents municipaux avaient accepté la proposition de revalorisation de leur salaire ainsi qu'une proposition de recrutement supplémentaire pour faciliter les remplacements et les rotations. Bonne nouvelle pour les salariés de Renault Trucks, le groupe voit son plan de sauvegarde de l'emploi annulé. Mercredi, le tribunal administratif de Lyon a invalidé l'homologation du PSE par la direction du travail. Motif invoqué, une mauvaise définition des catégories professionnelles, un vice de forme qui engendre l'arrêt de ce troisième plan social. Dans un contexte social tendu, l'annulation de ce PSE est une véritable victoire pour la CFE-CGC, le syndicat à l'origine de la saisie du tribunal administratif. Le centre de Lyon-Perrache devrait changer de visage dans les prochaines années. Des travaux de réaménagement doivent commencer l'année prochaine pour se terminer en 2019. Alors que ce pôle d'échange multimodal sature, l'objectif de l'opération est de rendre l'espace plus fluide et plus agréable pour tous les utilisateurs. La lumière et les ouvertures seront donc au cœur d'un projet chiffré à plus de 36 millions d'euros. Fini les 6 voies d'escalador cours Charlemagne et les voûtes sombres à l'est et à l'ouest de la gare. Un accès à la gare SNCF sera créé place des Archives. L'entrée du métro place Carnot sera agrandie. La voûte à l'ouest sera percée à ciel ouvert et côté Carnot pour apporter plus de lumière naturelle. Aujourd'hui, 100 000 personnes transitent chaque jour par ce pôle multimodal.
Les études prévoient le doublement du trafic d'ici à 2030. Le nombre de médecins généralistes dans le Rhône est en baisse de 10%. C'est le constat que fait le Conseil national de l'Ordre des médecins. Si la tendance est nationale, la baisse dans le Rhône est moins significative que dans d'autres départements comme en Île-de-France ou dans la Nièvre, qui a perdu 25% de leurs médecins. Le Conseil national de l'Ordre des médecins demande une réforme structurelle. Si rien n'est fait, la France perdrait un quart de ses généralistes d'ici 2025. Merci Julien. Lyon Écho, Élise Moreau. Et on continue dans Lyon Écho cette semaine à parler d'EVA, nouveau grand projet d'innovation sociale et de développement durable. La première pierre de ce bâtiment a été posée le 18 mai dernier au 107 rue de Marseille dans le 7e arrondissement. Un lieu partagé de travail qui va héberger un certain nombre d'ONG, d'associations. On en parle donc avec Fabien Besson, directeur régional d'éthique foncièrement responsable, et également sur le plateau de l'émission RCF Lyon Écho, Florence Lecluse, déléguée générale de l'association Le 107. Vous allez être résidente. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Plein de choses. Et la première des choses, vous l'avez évoqué tout à l'heure, éthique foncièrement responsable et membre fondateur de l'association Le 107. Pour nous, il est tout à fait naturel d'être hébergé au 107, tout simplement parce que l'esprit même du lieu qui réunit des acteurs du changement, qui sont des ONG, des entrepreneurs sociaux autour des questions sociales et ou environnementales, sont complètement en accord avec l'objet du 107. Qu'est-ce que vous rappelez-nous? Oui, voilà, alors, le ce que vous 107 faites au 107. est une association qui a été fondée l'année dernière, en avril 2015, qui a pour objet de développer des solutions entrepreneuriales, innovantes, qui répondent à des besoins du territoire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Vous avez Par des les besoins exemples? du territoire, ça peut être tout simplement les problématiques d'accès à l'emploi, le décrochage scolaire, ça peut être aussi le surendettement, les problématiques autour de la précarité énergétique, du recyclage, de l'économie circulaire, etc. Donc c'est vraiment ce qui intéresse les habitants de l'ensemble de la métropole, voire de la région, pour mieux vivre ensemble. Et pour le moment, vous êtes hébergé où? Alors justement aujourd'hui, on est au comptoir éthique à Vaux-en-Velin mais qui grandit peut-être, c'est ça? Oui, et puis n'a plus assez de place l'association regroupe déjà beaucoup de partenaires. Le 107, en fait, on regroupe des acteurs publics et privés, parmi les collectivités, la métropole de Lyon, la région, mais aussi des entreprises. On peut citer EDF, Keolis, Veolia, La Poste, autour de professionnels de l'entrepreneuriat social, experts du sujet. Peut-être les connaissez-vous, qui sont Ashoka, le Move, Ronalpia, Innominé et bien sûr éthique. Et ensemble, il s'agit de créer des solutions pour répondre à ces besoins. Donc voilà, et l'esprit de l'EVA qui est ouvert sur le quartier, sur les territoires, rejoint aussi les objectifs du 107 de rejoindre ces besoins de la population. C'est une autre façon de travailler dans ces lieux, des lieux comme EVA, justement. Tout à fait. C'est une manière de rencontre. Tout à l'heure, l'architecte a évoqué l'atrium, mais aussi les salles de réunion, le restaurant. Ce sont autant de lieux de rencontre et de travail ensemble autrement pour créer de la valeur différemment. C'est vrai qu'on a l'impression qu'à Lyon, dans la région Rhône-Alpes, on parle de plus en plus de lieux de coworking, de pépinières, de Fab Lab. Tout cela se développe beaucoup. Ça semble très à la mode. Pourquoi, à votre avis, il y a cet engouement pour ces lieux? Alors, il y a un fort engouement pour l'esprit collaboratif. Il s'agit de non plus de chacun avoir son bureau séparé, mais de mutualiser les moyens et puis de construire aussi des projets ensemble. On a des locataires qui répondent à des appels à projets en commun, etc. Il y a une tendance effectivement assez forte, attention à distinguer ce qui peut être effectivement un effet de mode et une tendance conjoncture. un peu plus profonde. Effectivement, je pense que la tendance est un peu plus profonde. Maintenant, le mot coworking est aussi parfois un peu galvaudé. On travaille d'ailleurs avec la métropole sur Coworking Grand Lyon, qui est un regroupement d'acteurs tels que l'Accordé, Locomotive et Coworking, et je vais en oublier beaucoup, excusez-moi, qui cherchent à défendre ces valeurs-là et à défendre quelles sont les valeurs du coworking aujourd'hui. Et effectivement, avant tout, on met la collaboration. Et c'est aussi un autre regard sur le monde, finalement, parce que souvent, ce sont des associations, des ONG qui sont au sein de ces espaces de coworking, justement.
qui défendent une autre vision du monde du travail, mais aussi de la vie. Et beaucoup de start-up également qui démarrent leurs projets, qui ont besoin d'être appuyés parfois par des seniors qui sont pas très loin. La collaboration grandit assez vite dans tous les secteurs d'activité, et puis on peut voir les théories économiques du moment qui visent à changer la relation que chacun peut avoir avec la propriété. Ce qui fait que c'est une vraie émergence effectivement dans le style de travail, et que les générations qui arrivent aujourd'hui sur le marché ont plus vraiment envie de liens hiérarchiques forts comme il a pu exister par le passé, mais ont envie également de se retrouver un petit peu maître de leur destin, un petit peu entrepreneur, et la fibre entrepreneuriale se développe très très vite. Vous vouliez réagir là-dessus peut-être, Florence Lecluse? Qu'est-ce que vous attendez de ce lieu exactement? Changer le monde avec d'autres acteurs. Changer le monde différemment, avec des nouvelles manières de faire. Notamment, le 107, c'est de décloisonner le monde de l'entreprise, le monde de l'entrepreneuriat social et le monde public. Mais c'est aussi pouvoir créer des synergies avec les autres résidents de l'EVA. Pourquoi pas créer ensemble d'autres projets qui restent à écrire, bien entendu. Mais c'est cette profusion d'énergie sur un objectif commun autour des problématiques sociales, sociétales et ou environnementales, et cet espace-là, ces espaces-là que procure l'EVA sont tout à fait intéressants. Le fait aussi que le bâtiment offre à ses résidents et aux habitants du 7e un restaurant, une crèche parentale, familiale, c'est aussi faire venir des habitants, leur proposer d'autres projets différemment. Se mélanger et bien sûr co-créer avec nous. Les projets qui vous tiennent à cœur prochainement et que vous allez développer au 107? Prochaine date à retenir, un comité de sélection qui aura lieu en octobre 2016, où une dizaine d'entrepreneurs sociaux seront désignés par les entreprises membres du 107 pour venir bénéficier d'un programme d'accompagnement et de l'hébergement. On a l'impression qu'il y a beaucoup de femmes aussi, chefs d'entreprise, entrepreneurs, à la tête d'associations qui s'impliquent dans ces lieux. Est-ce qu'elles ne sont pas un peu moteurs aussi de cette nouvelle forme d'économie collaborative aujourd'hui, selon vous? Moteurs, bien entendu. C'est peut-être des espaces où on leur laisse plus la place. Plus de liberté de parole. En tout cas, je pense que dans l'entrepreneuriat social ou dans l'économie sociale et solidaire, il y a aussi la défense d'une autre vision des relations sociales et de la place de la femme. Avec des femmes aussi qui prennent la tête de certaines associations, ONG, et qui sont leaders aussi. Bien entendu, et Éthique, sa PDG, est une femme. Voilà, par exemple. Fabien Besson, vous avez l'impression que Lyon, justement, est une ville vraiment dynamique qui développe tous ces lieux Ça a effectivement toujours été une ville assez dynamique. C'est un vrai terreau pour les entrepreneurs. Il y a une vraie culture dans cette ville. Alors, il y a un bouillonnement, c'est ça? Il y a un bouillonnement qui se fait effectivement. D'innovation. Et quand on voit, il y a beaucoup de besoins qui sont dont les gens s'emparent, et même les besoins sociétaux, se dire comment on y répond en apportant des solutions économiquement viables, en n'étant pas seulement sur des modèles qui sont parfois un peu dangereux, un peu légers d'un point de vue financier, mais où on arrive quand même à créer des vraies solutions, des vraies propositions de valeur, et où on arrive à les faire mûrir. Il y a des incubateurs aujourd'hui, effectivement, Ronalpia, qui peut accueillir énormément de projets qui savent répondre à ces besoins du territoire, et Lyon est effectivement très marqué dans l'entrepreneuriat. Il y a un très grand accompagnement des jeunes qui souhaitent se lancer, notamment... Alors effectivement, je pense que ce pourquoi l'association Le 107 est là, c'est aussi pour renforcer sur l'économie sociale et solidaire. Il y a des accompagnements qui existent aujourd'hui, ça manque peut-être un peu sur l'économie sociale et solidaire, même si l'ESS, on le rappelle quand même, est avant tout une économie. Une nouvelle forme d'économie en plein développement. Une nouvelle forme d'économie, mais c'est bien une part de l'économie où chaque consommateur peut être amené à consommer selon ses valeurs, et peut choisir d'avoir un produit plus éthique, plus respectueux de l'environnement ou plus socialement responsable. Le fait que ce soit aussi des loyers modérés, c'est un coup de pouce important pour vous, pour votre développement?
Tout à fait. Les frais de fonctionnement sont le nerf de la guerre des associations ou des entreprises sociales. Comment surtout les à leur maîtriser commencement, surtout à leur démarrage. Au démarrage, mais tout au long, parce que l'objet est bien de limiter ces frais de fonctionnement, en tout cas de les maîtriser pour investir sur les projets qui sont développés. Et pour pouvoir embaucher. Et pouvoir embaucher, pour réinvestir. Combien de personnes aujourd'hui au 107 ? Aujourd'hui, on est 2. L'objet du 107 n'est pas forcément de grossir énormément, mais pour accueillir les entrepreneurs. Mais c'est vrai que d'avoir des frais de structure qui sont limités sont un avantage indéniable et l'EVA l'offre. Merci beaucoup Florence Lecluse, déléguée générale de l'association Le 107 qui va être résidente d'EVA. Et merci à vous Fabien Besson, directeur régional d'éthique foncièrement responsable. EVA qui devrait ouvrir ses portes en novembre prochain et qui a été